Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ensemble les étapes 16 et 17 du Tour de France. L'étape d'hier, Gruissant, Nîmes, 188 km de plat. Je ne savais pas si ça allait être une échappée ou des sprinters qui allaient pouvoir se disputer la gagne à Nîmes. Eh bien, vous allez le voir, à cause des conditions météorologiques défavorables, notamment un vent de face, eh bien, personne ne va tenter sa chance dans ces premiers kilomètres. Les baroudeurs vont rester au chaud dans le peloton et 99% de l'étape va être anecdotique, à peu de choses près. Je dis à peu de choses près parce que j'aimerais quand même rendre hommage à l'attaquant de la journée, en l'occurrence Thomas Gachignard, qui est parti dans les 100 derniers kilomètres nous faire un petit raid en solitaire, histoire d'aller chercher le titre de la combativité de la journée. Thomas Gachignard qui avait fait 3e des championnats de France, à ce moment-là que j'avais découvert ce coureur, et qui nous fait un très bel effort hier, forcément tout seul, vent 3/4 face ou de face, il n'y avait aucune chance pour aller au bout. Mais voilà, je veux toujours rendre hommage aux attaquants, et du coup, Thomas Gachignard s'est mis au boulot à la planche pour nous donner un peu de spectacle dans ces derniers kilomètres. Il se fait reprendre et on peut passer tout de suite au sprint final qui a été, je trouve, plutôt houleux. Houleux notamment parce qu'il y avait un train emmené par la Uno X dans ces derniers kilomètres et ce train s'est retrouvé en confrontation avec le train de Philipsen, le train des Alpecin. Il y a eu des petits coups de casque ou des petits coups d'épaule pour bien se placer. Dans cette lutte de train, c'est... Alors certes, Uno X qui va prendre l'avant du peloton avec un coureur, mais les trois coureurs d'Alpecin et notamment les deux lanceurs de Philipsen vont pouvoir se mettre dans la roue du Uno X. Vous voyez le petit screen ici. C'est un sprint qui va être plutôt dégagé. Alors deux choses. Déjà, il y a la fatigue, notamment des sprinteurs, qui a fait que malgré les frottements entre Uno X et Alpecin, eh bien, il n'y a pas eu plus de lutte que ça pour se placer en tête de peloton. Donc le sprint a été assez fluide. D'autant qu'il y a eu une chute dans les derniers mètres, je vous le montrerai juste après, qui a impliqué notamment Biniam Girmay, le maillot vert. Donc ça a dégagé un petit peu l'espace, il n'y avait qu'une vingtaine de coureurs pour se disputer ce sprint. Et vous le voyez ici, c'est Mathieu Van Der Poel dans la continuité. Alors je ne sais pas quel coureur d'Alpecin que vous voyez à droite, mais qui a fait un excellent boulot pour lancer Mathieu Van Der Poel aux 500-400 mètres. Et Mathieu Van Der Poel, eh bien, quand il est comme ça, qu'il est placé dans son rôle de poisson pilote à la perfection pour Philipsen, il n'y a juste rien à faire. Les Alpecin ont déroulé dans ces 500 derniers mètres. Van Der Poel a magnifiquement lancé Philipsen. Et lorsque Philipsen a lancé son sprint aux 250 mètres, malgré tous les efforts de Alexander Christophe, d'Uno X qui était bien placé, et de Phil Bose de la Bahreïn qui était dans la roue de Philipsen, il n'y a juste rien à faire. Philipsen s'envole et doit gagner encore une fois avec un ou deux vélos d'avance. Vraiment la configuration du sprint qui fait que personne ne peut battre Philipsen lorsque les paramètres sont bien construits par Alpecin, c'est-à-dire qu'on emmène bien le train pour Philipsen, que Van Der Poel est capable d'être placé en tête du peloton aux 500 mètres. C'est cousu de fil blanc, il n'y a juste rien à dire. Encore une démonstration de ce train Alpecin qui se fait à 3 ou 4 coureurs, ça suffit, pas besoin de plus. On se lance au kilomètre et on fait le dernier kilomètre à fond. Alors c'est une question de timing pour les lanceurs. Et quand c'est bien géré, le timing, eh bien Philipsen déroule. Au classement d'étape, Philipsen l'emporte devant Phil Bose, je vous le disais, il était dans la roue du Belge, il n'a rien pu faire pour le doubler. En vitesse pure, Philipsen est imbattable, ou presque. Alexander Christophe, le vétéran, 3e pour Uno X, qui vient chercher un podium, c'est intéressant pour Uno X et pour Alexander Christophe. Sam Bennett, 4e, qui vient nous faire là son meilleur sprint du Tour de France. Wout van Aert, 5e, qui tourne autour mais qui ne trouve toujours pas l'ouverture. Moins en forme que les années précédentes, Van Aert. Je vous le disais tantôt, le sprint a été marqué par une chute au kilomètre 500. Voilà, et il y avait 3-4 coureurs qui ont dû tomber, 3 coureurs je pense, et dedans Biniam Girmay, le maillot vert, qui n'a pas pu défendre ses chances à l'arrivée, un accident malheureux, je pense entre le mec d'IF, ça devait être Vandenberg peut-être, et donc Biniam Girmay. Accident sans conséquence, mais voilà, j'avais dit vendredi que le maillot vert était a priori gagné pour Biniam Girmay. Pour cela, il faut quand même rester sur le vélo jusqu'à Nice. Donc voilà, c'était un accro, il a perdu des points, rien de grave, je vous le montre tout de suite. On voit Philipsen qui recolle au classement à moins de 30 points, 32 points d'écart après cette étape de Nîmes. Rien de grave pour Girmay, encore une fois, il n'y aura plus de sprint massif sur ce Tour de France. Il y aura certes des sprints intermédiaires pour aller chercher les points, mais vu où sont placés ces sprints intermédiaires, boucher 30 points comme ça, il faudrait que Philipsen fasse la première place au sprint intermédiaire et que Biniam Girmay n'en marque aucun.
Autant vous dire que c'est très peu probable. À 90% de chance, le maillot vert de Bignan est gagné, à condition, encore une fois, d'atteindre Nice. Et pour ça, il ne faut pas tomber. Bon, là, il n'est pas responsable apparemment de ce que disaient les mecs après l'arrivée. Mais voilà, c'est le genre d'accident dont il faut se passer dans cette dernière semaine qui va être très dure. Ne pas tomber et rentrer dans les délais. Cette étape a marqué le dernier sprint massif du peloton. Donc peut-être pour nous l'heure de faire un petit peu les comptes sur les sprints massifs de ce peloton cette année. Il y avait 8 étapes qui correspondaient à des profils de type sprinter. Et effectivement, sur ces 8 étapes, aucune échappée est allée au bout et à chaque fois, on a eu un sprint. Les statistiques. 3 victoires pour Girmay, 3 victoires pour Philipsen, les 2 meilleurs sprinters de cette année, et une victoire pour Cavendish qui bat le record de victoire d'étape sur un Tour de France, celui qui était détenu par Merckx, et une victoire pour Groenewegen. Voilà, l'an dernier c'était totale domination de Philipsen, cette année Girmay vient embêter Philipsen dans les sprints, alors encore une fois en vitesse pure, Philipsen lorsqu'il est bien lancé par Van der Poel, il n'y a pas de concurrent. Mais voilà, Bignan a ce petit truc un plus. Déjà cette année, je ne m'attendais pas à le voir en vitesse pure aussi bon. Mais surtout, il a ce petit feeling de savoir exactement à quel moment lancer son sprint. On a vu son équipe au anti-marché très bien préparer le sprint, mais il n'y a pas de poisson pilote en tant que tel. Et Girmay a toujours su trouver l'ouverture ou la bonne seconde, le bon feeling pour lancer son effort au meilleur des moments. Et voilà, repartir avec 3 victoires d'étape et certainement le maillot vert, parce qu'encore une fois, je pense que Philipsen peut dire adieu à ce maillot vert. Eh bien, voilà, je suis content de voir une tête émergente comme Girmay dans cette lutte au sprint et au maillot vert sur le Tour de France. On verra ce que ça donnera dans les années à venir. Mais voilà, pour cette année, on a vraiment eu Philipsen, Girmay et les autres. Bien sûr, Cavendish, rien à dire, Groenewegen, rien à dire également. Mais voilà qui concluait les étapes des grosses cuisses sur ce Tour de France. Et j'ajouterais qu'avec ce qui reste de montagne pour le maillot vert, on ne va pas être à l'abri, je pense, de voir beaucoup d'abandon de la part des sprinteurs et des lanceurs notamment, qui n'ont plus rien à gagner sur ce Tour de France, si ce n'est le mérite de finir le Tour de France, de rentrer à Paris, mais de rentrer à Nice en l'occurrence. Voilà, ça c'était pour le bilan des sprinters. On verra combien arriveront à Nice. Girmay, Philipsen certainement, Cavendish aussi pour son dernier tour. Pour les autres, il y a de bonnes chances que ça rentre à la maison. Ça c'était pour l'étape 16, Gruissant-Nîmes. On peut passer à l'étape du jour, l'étape 17, Saint-Paul-Trois-Châteaux, super dévoluie. Alors, sur cette étape, j'imaginais des baroudeurs aller au bout. J'avais prédit la victoire de Carapaz que j'avais vu très en jambes sur le plateau de Bay avant de vous faire le déroulé de la course. Ça a été très compliqué aujourd'hui pour que l'échappée se forme. Il y a une lutte des enfers, encouragée notamment par un vent favorable, 3/4 d'eau. Encouragé aussi par le fait qu'enfin une étape dessinée pour baroudeur a de fortes chances de se terminer au bout, et du coup il y avait à minima 80 à 90 coureurs, enfin bref, la moitié du peloton qui voulait aller dans l'échappée. Donc ça a bagarré pendant très longtemps à une moyenne absolument folle. Je vous montre ici un petit screen à 118 km de l'arrivée, enfin un premier groupe d'échappés qui peut s'en aller, 4 coureurs, Tish Benoît, Bob Jungels, Romain Grégoire et Magnus Cort Nielsen. Et bien malgré ce départ à 4, ça a continué encore et toujours de batailler derrière. On va le voir jusqu'au point de rupture. Je pense que les mecs étaient vraiment sur la corde raide. Une petite photo ici à 96 km de l'arrivée, où sous les effets des attaques répétitives de tellement de coureurs, tout le monde était cuit, ce qui fait que par la force des choses, les meilleurs du général se sont un petit peu échappés devant en tête. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, on les a vus notamment là à 96 km de l'arrivée se motiver à aller à l'avant, juste en suivant les coups. Il n'y avait pas de volonté de leur part d'intégrer l'échappée, mais voilà, ça a donné des situations de course particulières. Et entre 100 km de l'arrivée et 90 km de l'arrivée, tout ça, ça va plus ou moins rentrer dans l'ordre. On va le voir ici avec, vous le voyez en bas à droite du maillot jaune, les 3 coureurs d'IF qui font la jonction avec le groupe maillot jaune et qui se lancent tout de suite à l'avant, eux qui ont raté le bon coup. Le groupe de 4 parti à l'avant, le groupe de contre à 34 secondes, et ce groupe IF qui va faire l'effort absolument pour rentrer et essayer de placer ses pions à l'avant, notamment Ben Illy et Richard Carapaz qui sont leurs meilleures cartes pour cette étape.
Mais comme la première partie d'étape est plate, eh bien c'est difficile pour ces coureurs d'intégrer l'échappée. Donc il faut y aller à plusieurs, ce que va faire IF. Voilà, un petit point course à 80 km de l'arrivée. Un petit peu plus de 2 heures de course, un peu 108 km de course parcourue et 49 de moyenne. C'est vous dire à quel point cette étape a été parcourue à une vitesse folle, que ça a dû être très très dur pour bon nombre de coureurs. Certes, on est après-demain une journée repos, on est au lendemain d'une étape qui a été courue plutôt calmement, mais 17e étape, on va bientôt clôturer les 3 semaines de course. Je pense que cette étape va laisser beaucoup de traces dans les organismes. Voilà, ça c'était pour le petit point course à 80 km de l'arrivée, un autre point course à 62 km 500 de l'arrivée. Il y a toujours le groupe de 4 devant, puis le groupe maillot jaune. Bignan Guermay et Philipsen vont se disputer les points du maillot vert, c'est anecdotique. Guermay va finir devant Philipsen. Pour moi, l'occasion de vous dire que je pense que Philipsen peut abandonner tout espoir de prendre le maillot vert sur ce Tour de France. Guermay se défend très bien malgré sa chute de la veille. Et enfin, à 50 km de l'arrivée, un petit peu plus, l'échappée décisive va se former. Et quelle échappée! On va avoir 48 coureurs en contre qui vont essayer de rejoindre le groupe de 4 que je vous ai cité auparavant. Benoît, Grégoire, Kort Nielsen et Jungels. On a donc, à 40 km de l'arrivée, je vous fais un nouveau point course. La situation n'a pas trop évolué depuis. 4 coureurs à l'avant, que je vous ai cité juste avant. Le groupe d'une cinquantaine de coureurs à 1 minute 45. Et le peloton maillot jaune qui se relève complètement. Ils ne vont pas jouer l'étape. Ça y est, on a la chance de les échapper sur ce Tour de France. Les baroudeurs vont pouvoir se disputer la victoire. Ça se passe au pied du col de Bayard. Dans ce col de Bayard, Valentin Madouas et Guillaume Martin vont s'échapper de ce groupe de compte pour essayer de rejoindre le groupe de 4 devant. C'est notamment dans ce col de Bayard qu'on voit plusieurs défaillances marquantes. Dans ce groupe de contre, David Gaudu par exemple. On sent, beaucoup de coureurs souffrent dans ce col de Bayard. Les 4 devant s'épuisent depuis bientôt 100 km à l'avant. Et bien derrière, on peut imaginer qu'un maximum de mecs du groupe de compte vont pouvoir entrer sur ce groupe de 4. C'est ce qui va se passer après la descente du col de Bayard. On va entamer le col du Noyer où est censé se disputer la victoire d'étape. C'est là que les grimpeurs doivent se dégager. On a dans un premier temps Guillaume Martin et Valentin Madouas qui rentrent sur le groupe de 4 devant. Et dans un second temps, Simon Yates, qui a débouché du groupe de contre derrière, va faire l'effort pour entrer et va y parvenir. On a 7 coureurs à l'avant. Simon Yates, il ne va pas attendre longtemps. Il va rester 15 secondes avec le groupe d'échappés qu'il vient de reprendre et placer son attaque. Simon Yates fait l'effort, s'échappe. Et derrière, on va voir Richard Carapaz dans un second temps rejoindre à son tour le groupe d'échappés et tout de suite attaquer pour essayer de rentrer le plus vite possible sur Simon Yates. Là, Carapaz et Simon Yates, on a quand même 2 coureurs d'un talent exceptionnel qui ont chacun gagné un grand tour, l'un le Giro, l'autre le Tour d'Espagne, qui ont loupé un petit peu pour des raisons diverses leur classement général cette année sur le Tour de France et qui se rattrapent sur des étapes. Simon Yates, c'est la première fois qu'on le voit sortir du bois depuis le début de ce Tour de France. Il avait déjà essayé une fois, mais c'était pas convaincant. Il termine très bien ce Tour de France, on l'a vu aujourd'hui. Et Carapaz, vous l'avez vu à de nombreuses reprises depuis le début de ce Tour de France, le porteur du maillot jaune sur l'étape du Galibier, qui avait craqué notamment sur cette étape et abandonné toute chance au général. Mais on l'a vu dimanche sur l'étape du plateau de Bay, il a été juste incroyable. Très très fort, Richard Carapaz. Et on s'attendait, je m'attendais aujourd'hui à le voir dans cette échappée si IF arrivait à le mettre dans les bonnes conditions. Alors il a encore une fois couru un petit peu à contre-temps, mais sur le talent intrinsèque, voilà, il est absolument ahurissant. Donc Carapaz contre, parvient à rentrer sur Simon Yates, reste à peu près 1 km 500 avec Simon Yates. On se dit à ce moment-là que les deux vont jouer l'étape, et c'est vrai. Mais Carapaz, qui aime monter par à coup et qui est un coureur de caractère, qui a beaucoup de force, eh bien, il va se débarrasser de Simon Yates sur le sommet du col du Noyer, à 1 km 700 du col du Noyer. Une attaque. Il y a ce bras de fer génial entre ces 2 coureurs que j'adore. Eh bien, ce bras de fer va tourner à l'avantage de Richard Carapaz, qui est plus puissant, qui a un meilleur turbo, très fortes accélérations et qui termine très fort la montée du col du Noyer, qui est très difficile. Le dernier kilomètre est très compliqué. Les 2 derniers kilomètres sont les plus durs. Et Carapaz va passer au sommet du col du Noyer avec 13 secondes d'avance sur Simon Yates. Ça, c'est le duel pour la victoire. Je pensais, à ce moment-là, que l'étape allait se terminer tranquillement, avec Carapaz qui va chercher son étape, Simon Yates qui vient chercher la 2e place, qui a été très bon, mais moins fort que Carapaz dans ce col du Noyer,
et que derrière, on allait voir les coureurs du contre arriver un par un, tranquille, et que 7-8 minutes après, le groupe maillot jaune, en moulinant peinard, allait se pointer. Ça, évidemment, j'oublie toujours que sur ce Tour de France, il y a Tadej Pogačar, et que lui, tous les jours, quel que soit le profil, que ça lui convienne ou pas, quels que soient les écarts au général, et bien Pogačar court chaque jour comme une classique. Et donc, après une première petite agressivité de Ciccone et d'Eric G, Pogačar va attaquer dans le dernier kilomètre du col du Noyer. Alors ça, je ne l'ai pas vu venir. Et surtout, ce que je n'ai pas vu venir, c'est de voir Vingegaard s'écraser très brutalement dans ce final du col du Noyer et de voir même Remco Evenepoel meilleur que Vingegaard. On a là des indices très intéressants sur la fin du Tour de France. Donc, Carapaz et Yates se disputent l'étape à l'avant, et derrière à 8 minutes, Pogačar distance Evenepoel et Vingegaard. Et tout ce petit monde se rapproche de devant lui, vitesse grand V. Dans la descente, Pogačar, Evenepoel et Vingegaard vont se regrouper. Vingegaard sauvé déjà par un premier équipier, en l'occurrence Christophe Laporte, qui était dans le groupe de contre et qui s'est laissé détacher pour attendre Vingegaard en difficulté dans ce final du col de Noyer. Et alors que ce groupe maillot jaune se présente au pied de Devoluy avec 4 coureurs, les 3 premiers du général, plus Christophe Laporte, Richard Carapaz vient l'emporter à Devoluy. La dernière montée était anecdotique. 3 km 800 à un peu moins de 6% de moyenne, voilà. Pas de quoi changer les écarts au final qu'on avait déjà eu au sommet du col du Noyer. Il y avait de grandes chances que celui qui passe en tête du col du Noyer remporte l'étape, et c'est ce qui s'est passé. Je vous fais un petit screen de Richard Carapaz qui passe la ligne ici. Je ne m'attarde pas, mais je vais revenir après sur l'équatorien. Je veux qu'on finisse ce qui se passe dans le groupe maillot jaune. Dans cette montée de Devoluy, qui est plutôt tranquille, eh bien Evenepoel va attaquer Vingegaard pour la deuxième place du général. Et Vingegaard ne va pas du tout se concentrer sur Evenepoel, qui est certes à plus de 2 minutes de lui, mais quand même, et regarder Pogačar derrière. La première chose qui m'a fait sourire dans cette montée de Devoluy, c'est de voir Pogačar peut-être lui rire au nez et lui faire « Bah, frère, c'est le 3e du général qui attaque ta 2e place, vas-y, roule, je ne veux pas y aller, moi. » Il a eu raison, Pogačar. La chance de Vingegaard sur cette étape, parce qu'on l'a vu, il n'était pas bien dans ce final. D'abord au sommet du col du Noyer et même dans la montée finale de Devoluy. C'est que Vingegaard peut compter sur une équipe Visma qui la babysit dans ce final. D'abord Christophe Laporte pour faire rentrer Vingegaard sur Evenepoel, puis Pogačar. Et une fois qu'Evenepoel a attaqué, c'est d'abord Van Aert, puis Benoît, qui étaient aussi tous les deux à l'avant, qui vont se relever pour protéger Vingegaard. Alors, c'est très bien joué collectivement de la part de Visma. Après, on ne va pas me faire croire que ça venait d'un plan quelconque. Tu ne mets pas 3 mecs à l'avant avec 2 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune, avec l'idée de les faire retenir dans les derniers kilomètres parce qu'ils savaient que Vingegaard allait rendre les armes dans le col du Noyer. Non, c'est les circonstances de course qui ont fait que, et tant mieux pour Vingegaard, mais on ne me la fera pas, moi. Il n'y a pas d'histoire de plan Visma sur cette étape pour protéger Vingegaard. Vingegaard a flanché, Evenepoel l'a attaqué, et Vingegaard a eu le bonheur de compter sur des équipiers qui avaient pris un temps d'avance. Parce que sinon, Vingegaard aurait perdu plus de temps que ça à l'arrivée aujourd'hui. Pour conclure, avec cette étape, Evenepoel, qui n'a pas été repris du coup par Vingegaard, Pogačar et les équipiers de Vingegaard, arrive avec quelques secondes d'avance sur Pogačar, 9, puis 13 secondes, 12 ou 13 secondes sur Vingegaard qui a perdu la route Pogačar dans les derniers mètres, lorsque Pogačar l'a attaqué aux 500 mètres. Ça, c'est pour le déroulé de l'étape. Carapaz l'emporte devant Yates et Enric Mas, qui étaient sortis un petit peu dans le final du col du Noyer. Le classement de l'étape s'est dessiné dans le col du Noyer, et les favoris sont arrivés plus tard au compte-gouttes avec Evenepoel, Pogačar et Vingegaard en tête. Les écarts sont anecdotiques pour les favoris, mais ont montré des signes. Il y a 2 choses sur lesquelles je veux revenir sur cette 17e étape. La première, c'est rendre hommage à Richard Carapaz. C'était mon favori de la journée. C'est vrai qu'avec les jambes qu'il avait montrées sur l'étape du plateau de Baye dimanche dernier, s'il arrivait à intégrer l'échappée, normalement le col du Noyer, c'était du cousu humain pour lui, pour se distancer de ses adversaires et aller chercher l'étape à Devoluy. C'est ce qui s'est passé, mais au-delà de ça, l'attitude que Richard Carapaz a depuis le début du Tour de France et l'attitude qu'a son équipe IF depuis le début du Tour de France, c'est une attitude qui donne du mérite à cette victoire d'étape. Ils ont été très offensifs, ils ont beaucoup couru à contre-temps, mais voilà, lorsque Richard Carapaz a de telles jambes, même s'il court à contre-temps,
eh bien, il vient d'emporter. On le voit, il ne suit pas l'attaque de Simon Yates. Il rentre dans un second temps, mais avec la capacité que Richard Carapaz a de faire plusieurs accélérations comme ça en très peu de kilomètres sur une pente difficile, eh ben, ça lui permet de boucher les trous et puis derrière d'aller faire des différences comme il l'a fait aujourd'hui. Voilà, ce coureur est fantastique et il vient régler là une anomalie, c'est-à-dire gagner une étape du Tour de France qu'il n'avait pas eu dans son palmarès, qui est incroyable jusqu'à présent. Ce mec a fait podium sur le Tour de France, podium sur le Tour d'Espagne, a gagné un Tour d'Italie, a 3 victoires d'étape sur le Tour d'Italie, 3 victoires sur le Tour d'Espagne. Voilà, il a beaucoup tourné autour, notamment en 2020 et 2021. Une autre époque, hein, l'époque où en 2021 il vient faire 3e du Tour, à la lutte avec Vingegaard et Pogačar. Voilà, la hiérarchie a bien changé. Hein. Les deux monstres qui étaient auparavant accessibles depuis 2022, c'est fini. Hein. Donc, il n'y avait pas grand-chose à espérer de plus de Richard Carapaz que de gagner une étape sur ce tour. Donc voilà, c'est fait. Grand mérite à lui. Encore une fois, c'est mérité. Et au-delà de ça, il gagne surtout parce que physiquement, il est au-dessus de ses adversaires. Je rappelle, ça reste un sport de force. Et à ce jeu-là, Carapaz est un des meilleurs grimpeurs du monde. Donc une fois qu'IF avait réussi à le glisser dans le bon coup, il fallait juste être patient et voir Carapaz faire du Carapaz, ce qu'il a su faire aujourd'hui. Voilà, une victoire méritée et qui va peut-être en appeler d'autres sur les jours à venir parce que les étapes de vendredi et samedi lui conviennent très bien. S'il parvient à être devant, c'est possible de le voir gagner une deuxième étape sur ce Tour de France. Ça, c'est mon premier point. Petit hommage à Richard Carapaz. Et mon deuxième point, c'est de revenir sur ce qu'il s'est passé entre Evenepoel, Pogačar et Vingegaard, qui sont arrivés dans cet ordre-là à dévoluer. Alors, Pogačar, agressif comme tous les jours, même si ça me surprend aujourd'hui, eh bien en fait, il fait ce qu'il nous fait toujours. Surprenant quand même de voir Vingegaard très vite s'écarter, secouer les épaules, regarder derrière lui, et très encourageant de voir Evenepoel distancer Vingegaard sur ce sommet du col du Noyer. C'est... Alors, pas tirer trop de conclusions hâtives, mais sur la forme actuelle, j'ai l'impression que Pogačar est toujours supérieur à ses deux adversaires directs, mais qu'Evenepoel aujourd'hui était bien meilleur que Vingegaard. Et Vingegaard doit son salut aujourd'hui à un coureur Visma qui s'est glissé dans l'échappée, dans l'ordre Laporte, Van Aert et Benoît. Ça me laisse un petit peu pantois. Encore une fois, il n'y avait pas de stratégie de Visma, c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait une stratégie de se dire on met des coureurs à l'avant avec 8 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune et on les relève si Vingegaard craque. Non, ça n'existe pas. Ils étaient juste là au bon moment. Et tant mieux pour Vingegaard parce que Laporte la babysit dans la descente. Sinon, il serait arrivé avec 20-25 secondes de retard sur Pogačar et Evenepoel au pied de dévolu. Et puis surtout, derrière, une fois que Evenepoel attaque et que Vingegaard regarde Pogačar alors que c'est à lui de faire l'effort, je pense qu'il est très content de tomber et sur Van Aert et sur Benoît pour le rapprocher d'Evenepoel parce qu'il y a un monde où Evenepoel, à ce rythme-là, si Pogačar ne bougeait pas de la roue de Vingegaard, et puis il y a un monde où Evenepoel arrivait avec 40-45 secondes d'avance sur Vingegaard et se rapprochait à ce moment-là à une 15 du Danois pour la deuxième place du général de ce Tour de France. Donc voilà, des choses intéressantes. À Evenepoel, un Pogačar au même niveau que les jours précédents, alors lui ne baisse pas du tout de régime, et Vingegaard, qui devait monter de régime en cette troisième semaine, commence un petit peu à plier de l'aile. Alors, pas de conclusion hâtive, encore une fois, l'étape et le col du Noyer ne correspondent pas très bien au profil de coureur qu'est Vingegaard, mais moi, dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi Vingegaard reprendrait du temps à Pogačar dans ces dernières étapes du Tour. Voilà. Ok, je vous ai montré tout à l'heure le classement de l'étape. Carapaz l'emporte devant Yates et Enric Mas. Le classement général, très peu de changements. Ça s'est joué à coup de seconde sur le final. Donc on a Pogačar avec 3 minutes 11 d'avance sur Vingegaard et 5,09 sur Evenepoel qui grappille un tout petit peu. Ça n'inquiète pas Pogačar, ça ne devrait pas inquiéter Vingegaard, mais moi j'aime l'agressivité d'Evenepoel qui ne défend pas sa troisième place, mais qui attaque pour la deuxième place. Ça me fait plaisir. Voilà, ça c'était les 2 points que je voulais aborder sur cette 17e étape. Bravo Carapaz, attention Vingegaard. Du trio qui forme le podium de ce Tour de France, eh bien aujourd'hui c'était le moins bien. Ce serait dommage de voir Evenepoel revenir. Après, bon, il y a un écart et les étapes à venir sont quand même très bien estampillées. Jonas Vingegaard, donc on verra. En tout cas, ça me donne très curieux de la suite, et notamment les étapes de vendredi et samedi. Pour demain,
Étape 18, Gap Barcelonnette. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette étape? C'est une étape difficile, dessinée pour les baroudeurs. Il est hors de question, à l'image d'aujourd'hui, qu'il y ait une quelconque attaque des favoris. Le final n'est pas du tout dessiné pour. Donc ça ne devrait pas bouger dans le peloton maillot jaune. En revanche, une étape, le début d'étape devrait être très compliqué à l'image d'aujourd'hui pour essayer de se faufiler dans l'échappée. Et c'est l'échappée qui devrait se disputer la victoire à Barcelonnette. Quand je vois ce profil, je pense Wout van Aert, de la Visma, coéquipier de Vingegaard. S'il a un bon de sortie demain et qu'il a de bonnes jambes, il y a de bonnes chances pour Van Aert au fur et à mesure des ascensions. Alors d'abord de s'accrocher au grimpeur et puis dans un final en faux plat montant, il faudra être très puissant, peut-être de distancer ses adversaires directs. Alors on verra, le nom de Van Aert effraie beaucoup de ses adversaires directs et quand il pointe en échappée, eh bien, il est toujours très marqué par ses adversaires qui ne lui laissent aucun espace. Malgré tout, c'est un profil qui lui convient à merveille. Voilà, donc demain pour l'étape de Barcelonnette, on aura une bonne échappée qui devrait se former devant, belle bataille devant qui devrait être très intéressante à suivre, et normalement derrière, dans le groupe maillot jaune, ce devrait être rideau. Compris Pogacar, hein. Demain c'est rideau. Hein. Vendredi, samedi, dimanche c'est compliqué, il va falloir 24 heures pour récupérer quand même. Voilà, allez, c'est tout pour moi pour le débrief de ces deux étapes. Je vous laisse ici. Bonne soirée, prenez soin de vous et je vous retrouve demain pour débriefer cette étape Gap Barcelonnette qui promet d'être intéressante. Merci et ciao.